L'origine des acteurs, le kabuki et le shimpa. Au Japon, les premiers à se lancer dès le début du XXe siècle dans l'aventure de l'industrie cinématographique viennent de deux milieux professionnels distincts, le kabuki et le shimpa. Le premier est à l'origine de la production des films historiques à Kyoto, le second de celle des films contemporains à Tokyo. Le cinéma japonais doit donc beaucoup à ces deux genres théâtraux. Une des influences très nettes du kabuki sur le cinéma se retrouve dans la distinction existant entre deux types de rôles masculins, le tateyaku et le nimem. Le mot tateyaku est un terme général utilisé dans le kabuki pour désigner le rôle principal et plus particulièrement le héros pur et dur. Dans la célèbre pièce de kabuki, Les 47 Ronins, le tateyaku est Yuranosuke Obushi, le nimem Kanpai Ayano. Le tateyaku, surtout le shinbo tateyaku, héros patient, est solide, fort, intelligent, généreux. Bref, c'est un homme idéal. Son rôle est joué le plus souvent par le chef de la troupe. Mais en tant que caractère théâtral, ce héros idéal a un point faible. Il n'a jamais d'histoire amoureuse, car selon la morale confucianiste, l'honnête samouraï ne doit jamais tomber amoureux. Beaucoup moins rigide et nettement plus libérale que la classe des samouraïs, la bourgeoisie qui constitue le public principal de ce théâtre aime quant à elle des scènes d'amour. Pour répondre à son attente, tout en respectant la morale des samouraïs, qui ne permet pas d'envisager des personnages à la fois honnêtes et amoureux, on invente le rôle de jeune premier, jeune, beau et galant. Le nimem plaît aux femmes, mais il n'est pas nécessairement robuste ni vertueux. Il vaut même mieux qu'il soit plutôt fragile, faible et imprudent. Nous en avons quelques exemples typiques parmi les héros de Monzaemon Shikamatsu. Ceux qui soupirent après une femme mariée ou une prostituée. Faibles, ils détournent l'argent du magasin dans lequel ils travaillent. Ce sont parfois de véritables petits voyous peu recommandables selon les critères moraux de l'époque. Ils ont en revanche ce que n'a pas le tateyaku, la possibilité de mourir d'amour. Tandis que ce héros idéal est contraint dans un geste de sacrifice de quitter la femme qu'il aime avant de livrer bataille pour venger son maître à qui il a juré fidélité, le jeune premier va jusqu'au bout de son amour et lui sacrifie tout, famille, travail, etc. On lui pardonne toutes ses faiblesses au nom de sa passion. De tout temps et dans tous les pays, les deux thèmes dramatiques les plus exploités ont toujours été l'aventure et l'amour. Au Moyen-Âge, en Europe, les chevaliers avaient l'apanage des deux, tandis que dans le kabuki, les aventures incombent aux héros purs et durs et l'amour aux jeunes premiers. En Europe, le roman de chevalerie a disparu, mais ces héros ont été une grande source d'inspiration pour le cinéma au Japon. La distinction entre le héros viril et le jeune premier du kabuki est reprise presque telle quelle par le shimpa, puis par le cinéma. Cependant, le shimpa crée essentiellement des pièces centrées autour du jeune premier où le héros viril est relégué au second plan. Le démon de l'or, Konjiki Shaha, par exemple, une pièce très populaire, maintes fois reprise au cinéma, a pour héros principal un jeune premier, Kanishi Azama. Trahi par sa fiancée, qui lui préfère un riche industriel, il devient un usurier impitoyable. Son ami, qui vit dans la pauvreté sans se départir de ses fortes convictions, l'encourage à vivre plus honnêtement et lui reproche ses attitudes passionnelles considérées comme féminines. L'ami remplit donc le rôle du tateyaku, ici au second plan. Une autre pièce du shimpa, souvent adaptée également au cinéma, Généalogie des femmes, Onna Kezu, met en scène dans le rôle principal un jeune premier, Shikara Ayase, amoureux d'une geisha, et dans celui du tateyaku son professeur qui le somme de la quitter et de vivre sans être le jouet de la passion. Malgré sa bonne volonté et sa sincérité, le jeune premier doit quitter celle qu'il aime, drame qui donne lieu à la célèbre scène des adieux au sanctuaire de Yushima. Les films historiques, dont les héros sont les héritiers du style tateyaku du kabuki, développent le thème de l'aventure. Et dans le genre contemporain apparaît le second thème, l'amour. D'abord modernisé dans le shimpa, cette situation essentiellement dualiste, si l'on accepte de rares échanges entre les deux genres et quelques variations, durera jusqu'aux années 60. Au kabuki, il était d'usage de présenter pour chaque programme une pièce du genre historique et une autre du genre contemporain. Le cinéma reprend ce système qu'il pratiquera jusqu'aux années 60. Les acteurs les plus célèbres dans les rôles de tateyaku sont Matsunosuke Onoe, dans les années 10, Tsumatsaburo Bando, Denjiro Okoshi, Shiezo Kataoka, Kanjuro Arashi et Utaemon Ishikawa, dans les années 20 à 50, Toshiro Mifune à partir des années 50 et Shintaro Katsu après les années 60. Il joue surtout dans les films historiques.
Dans le genre contemporain, les vedettes sont Ken Takakura, à partir des années 60, et Yukaku Matsuda, à partir des années 70. Les acteurs les plus représentatifs dans les rôles de jeunes premiers sont Yukishi Iwata dans les années 20, Tokihiko Okada dans les années 20 et 30, Ken Uehara dans les années 30 à 50, Mayasuki Mori et Ryo Ikebe dans les années 40 à 50, Keiji Sada dans les années 50, Yuzo Kayama dans les années 60, Kenji Sawada, Kenichi Ajiwara et Hiromigo à partir des années 70. Certains jouent néanmoins les deux rôles. C'est le cas de Kazuo Hasegawa, alias Shojiro Hayashi, un ancien homme Nagata, acteur de kabuki interprétant les rôles féminins, et l'un des plus célèbres jeunes premiers de l'histoire du cinéma japonais. Constitué principalement d'enfants, le public des films historiques s'intéresse surtout aux scènes de combat. Pour répondre à cette attente, les jeunes premiers se mettent eux aussi à manier le sabre, tels notamment Kokishi Tagada dans les années 30, Kinosuke Yorozuya, alias Kinosuke Nakamura, et Raizo Ishikawa dans les années 50 et 60, ou Aizo Okawa à partir des années 60. Ils jouent aussi bien les rôles d'aventuriers que d'amoureux, mais ces deux aspects ne sont jamais réunis dans le même personnage. On ne voit jamais un grand samouraï se battre pour sa belle fiancée au détriment du serment de loyauté fait à son maître. Ils interprètent le rôle de Tateyaku dans un film et celui de Nimem dans un autre. En général, ces acteurs se consacrent au rôle de Nimem lorsqu'ils sont jeunes, beaux et séduisants. Puis, lorsqu'ils gagnent en âge et en présence, ils jouent les sévères Tateyaku qui semblent indifférents au charme féminin. Le genre contemporain suit la même évolution. Dans les années 30, les acteurs comme Den Oinata, Shin Saburi ou Shuji Sano, même s'ils sont un peu trop virils et pas assez fragiles pour être classés dans la catégorie des Nimem, tiennent tout de même ce genre de rôle de garçon mal à l'aise devant les jeunes femmes. C'est d'ailleurs la nouvelle mode chez les vedettes américaines comme Richard Barthelmess ou Gary Cooper. Parvenu à l'âge mûr, il joue les rôles de Tateyaku. Dans les années 60, par exemple, Shin Saburi incarne le pouvoir paternel en tenant le rôle d'un père sévère, sorte de caricature du Tateyaku. Yujiro Ishihara, l'acteur le plus américanisé de la fin des années 50, devient très populaire en jouant indéfiniment le rôle du héros qui défend la femme qu'il aime contre les méchants, à l'instar des héros de western ou d'autres films d'action américains. Ce type de comportement n'étant pas reconnu comme valeureux au Japon, le héros amoureux ne peut être qu'un voyou que l'on excuse en admettant qu'il s'agit d'une erreur de jeunesse. Dans les années 70, Ishihara, qui a atteint un âge mûr et ne peut plus continuer à en commettre, se met à jouer les Tateyaku. Koji Tsuruta suit le même parcours, Nimem, voyou dans les années 50, Tateyaku après les années 60. Avec certaines célébrités féminines ou comiques dont nous parlerons plus loin, les vedettes masculines sont des piliers du cinéma japonais sur le plan commercial. La plupart des films réalisés par la suite reprendront pour modèle les films à succès et reproduiront consciemment ou non leurs principales caractéristiques. Avant de réaliser un film, on commence par chercher un sujet qui mettra en valeur la vedette dans les rôles semblables. Scénaristes et réalisateurs y consacrent tous leurs efforts. C'est le système du vedettariat qui veut cela. C'était déjà le cas dans le kabuki et le shimpa. 30 ans environ avant le début de l'histoire du cinéma japonais, l'État a abrogé le régime féodal et aboli les classes de samouraïs, paysans, artisans et commerçants. Mais les mentalités évoluent lentement. Par exemple, tout en critiquant le sentiment de devoir envers le seigneur, on n'en réclame pas moins une attitude semblable vis-à-vis de l'empereur. Et dans les faits, bien des caractéristiques de la société féodale survivront encore longtemps. Toute société féodale est caractérisée par une conscience aiguë des classes sociales. Le comportement de chacun dans le travail comme dans la vie privée y est régi par un système hiérarchique qu'il est essentiel de bien connaître. Le kabuki qui a atteint sa maturité au XVIIe siècle peut être vu comme une cristallisation de l'esthétique féodale. Le jeu très stylisé des acteurs y permet de situer immédiatement les personnages dans la hiérarchie sociale. L'attitude d'un samouraï à l'égard de son seigneur, celle de sa femme, de ses enfants ou de ses domestiques à son égard, celle d'un domestique à l'égard d'un autre supérieur ou d'un inférieur, celle d'un commerçant à l'égard d'un samouraï et inversement sont parfaitement codifiées, et il y a beaucoup de nuances dans une même classe sociale selon le degré d'intimité, les circonstances ou le caractère de chacun. Pour exprimer toutes ces subtilités avec précision et élégance, les acteurs ont affiné leur jeu tout au long des 300 ans du régime féodal. La modernisation a rendu inévitable l'évolution des codes de conduite, mais incapable d'exprimer un nouveau type de rapport humain, le kabuki demeure figé dans son classicisme.
Le Shimpa tente, quant à lui, de mettre en scène des personnages qui vivent la transition entre l'ancien et le moderne, tout en utilisant l'interprétation codifiée du kabuki. L'effet esthétique est au rendez-vous lorsqu'il met en scène un monde régi par des rapports humains hiérarchisés, comme le milieu des geishas, celui des artisans et même de l'université, où les professeurs et les étudiants entretiennent un lien quasi féodal. Mais ce théâtre, qui se veut moderne et qui représente jusqu'aux années 20 le courant principal du théâtre populaire, ne saura comment évoluer et sera lui aussi frappé de paralysie dès les années 30. Comme nous l'avons déjà noté, les films historiques viennent en ligne droite du kabuki. Le premier grand réalisateur-producteur, Shozo Makino, est propriétaire d'un théâtre de kabuki. De nombreux acteurs du cinéma historique. Les premières grandes vedettes, comme Matsunosuke Onoe et Shirogoro Sawamura, mais aussi ceux que nous avons cités et qui ont bâti l'âge d'or des années 30, ainsi que Kinosuke Nakamura et Raizo Ishikawa après la guerre, sont d'anciens acteurs de kabuki. Ils ont beau s'efforcer en général de s'adapter au réalisme exigé par le cinéma, leur charme tient avant tout au fait qu'ils sont imprégnés de l'art du kabuki. Et même lorsque les studios de cinéma forment leurs propres acteurs, ceux-ci se réfèrent dans le genre historique au style des vedettes issues du kabuki. Toshiro Mifune est une exception. Il est formé par Akira Kurosawa, notamment dans Rashomon, en 1950, Les Sept Samouraïs, 1954, et Yojimbo, Le garde du corps, 1961. Si les exemples que nous venons de citer illustrent l'influence générale du kabuki sur le cinéma, on doit relever une autre particularité qui concerne le jeu des acteurs. Dans le kabuki, lorsque l'acteur prend une pause avantageuse au cours d'une action dramatique, il s'immobilise, comme pour graver l'image dans l'esprit des spectateurs. Le tateyaku, par exemple, choisira une pose menaçante pour faire montre de sa puissance à un ennemi, avec effet esthétique garanti. Quoique moins stylisé, ce jeu est introduit jusque dans les films de style contemporain. L'acteur se fige silencieux dans une pose et une expression, et le spectateur comprend d'après le contexte ce que le personnage pense ou ressent. Si par exemple il s'agit d'un jeune homme vivant seul dans une grande ville, on sait qu'il songe à sa fiancée ou à ses parents restés à la campagne. S'il s'agit de deux amoureux réunis à cause des conventions sociales, c'est que le héros pense à l'être aimé. Et si les amoureux fixent longuement le lointain sans mot dire, cela signifie qu'ils brûlent de s'embrasser. L'ancien acteur de kabuki, Kazuo Hasegawa, est formé au cinéma par le réalisateur Tenosuke Kinugasa, un ancien acteur de Shimpa. On raconte qu'un jour, Kinugasa demanda à Hasegawa de s'arrêter en brandissant son sabre pendant un combat de telle façon que l'éclat de la lumière sur la lame soit capté par la caméra. La vedette protesta que c'était impossible. Cet incident illustre bien l'intérêt de Kinugasa pour l'effet pictural du jeu. Ceci est un cas extrême, mais la recherche de l'effet pictural dans le jeu des acteurs est un des éléments fondamentaux de la réussite des films historiques. S'il en était resté à ce stade, le cinéma n'aurait cependant pas été très différent du kabuki. Mais on a découvert dans les westerns des années 10 et 20 une nouvelle dynamique cinématographique. Hommes, chevaux et voitures défilent à toute vitesse. Les Japonais appliquent donc ce principe à leurs films historiques. Les samouraïs courent à perdre haleine en brandissant leurs sabres, ce qui redouble l'effet cinématographique. Les yakuza. Le cinéma s'implante d'abord dans les quartiers de distraction où sont établis les théâtres et les salles de spectacle, généralement contrôlés par la pègre, et en l'occurrence les yakuza. Toutes les manifestations populaires, y compris les spectacles ambulants, s'organisent sous la protection du chef du gang du quartier. Les professionnels du cinéma sont par conséquent obligés de fréquenter le milieu. Sous le régime féodal, on distingue nettement les métiers honnêtes et les autres, où l'on inclut au même titre que les prostituées et les yakuza, les marchands forains, les professionnels des spectacles populaires, les serveuses et les geishas. Les quartiers de distraction et ceux des maisons closes sont sous le contrôle d'un gang dont on supporte l'existence comme un mal nécessaire au maintien de l'ordre. Au fur et à mesure de son évolution, le cinéma dénoue ses liens avec le milieu, mais quelques traces en restent visibles. Jusqu'aux années 20, il n'est pas rare de voir dans les studios des individus tatoués portant poignard. Et dans les années 30, il arrive encore que les anciens frappent les novices pour affirmer leur supériorité. Lorsque Kazuo Hasegawa, alors vedette de la compagnie Shoshiku, est débauché en 1937 par la Toho nouvellement créée, il est attaqué par un yakuza qui lui balafre le visage. Cet incident choque le public, car il révèle au grand jour le fait que le milieu du cinéma a gardé les habitudes archaïques des quartiers de maisons closes, où on fait lyncher par la pègre une prostituée qui tente de s'enfuir.
Jusqu'aux années 20, les studios comptent peu de diplômés. Le cinéma est en effet considéré comme un spectacle populaire n'exigeant pas de connaissances de haut niveau. En outre, ceux qui y travaillent étant associés dans l'esprit des familles honnêtes à des gens louches, les parents interdisent cette carrière à leurs enfants, surtout dans la classe moyenne ou supérieure, où l'on est en mesure de payer des études à ses fils. Nombre de jeunes intellectuels doivent ainsi abandonner leur ambition à cause de ces obstacles familiaux. L'absence de diplômés freine peut-être le progrès intellectuel du cinéma japonais, mais le fait que le milieu du cinéma soit plus indulgent que les autres vis-à-vis des non-diplômés y apporte un certain particularisme. Dans les années 10 et 20, de nombreux jeunes qui ont l'ambition de réussir dans un milieu artistique sans autre diplôme que le certificat d'études se ruent sur les studios de cinéma. Ils y rencontrent aussi bien les yakuza que les fils de bourgeois ayant réussi à échapper à la pression familiale et à partir des années 30, des intellectuels de gauche qui ne trouvent pas de situation honorable parce qu'ils ont participé à des manifestations estudiantines. Ironie du sort, le cinéma est ainsi le seul endroit au Japon où les jeunes gens issus des milieux les plus divers peuvent travailler ensemble. La littérature moderne et le shinjeki sont réservés aux intellectuels, mais le milieu du théâtre populaire les repousse. Seul le cinéma accepte le mélange et il en résulte un dynamisme que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette confrontation entre un univers raffiné et un monde populaire se révèle tout à fait stimulante. Ce phénomène n'est pas spécifique au Japon. Le cinéma a commencé partout par être un divertissement populaire avant de devenir un art à part entière. Mais il est d'autant plus accentué dans ce pays que le milieu du cinéma y est composé de gens d'origines très diverses. Peu de documents mettent en lumière les rapports peu glorieux que le cinéma a entretenus avec le milieu des yakuza. Le réalisateur Masahiro Makino, quant à lui, en parle sans honte, et même avec fierté, dans son autobiographie, Le métier de cinéaste, Ega Tosei, volume 1, Le ciel, volume 2, La terre, qui constitue un témoignage précieux en la matière. Son père, Shozo Makino, est considéré grâce à son premier film réalisé en 1907 comme le père du Jidaisheki, cinéma d'époque ou cinéma historique. L'auteur nous raconte qu'il avait épousé la fille d'un yakuza très lié à Sanzaemon Haratora, Tigre féroce, le célèbre chef du gang Sambon Gumi de Kyoto. L'auteur avoue avoir lui-même bénéficié de l'aide de cette bande pour maintenir à flot la production Makino, créée par son père. Le fils de Tigre féroce, Suesaburo Sasai, qu'il aimait comme un frère, fut même son producteur pendant une certaine période. D'après un autre livre, La fin de la bande Sambon Gumi de Takanori Kashiwagi, les yakuza de ce gang sont aussi pompiers et organisateurs de fêtes de quartier. Son influence exerça secrètement sur le milieu cinématographique de Kyoto de 1901 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Masahiro Makino raconte encore. Les yakuza de Sambongumi ne s'adonnaient pas au jeu d'argent. Ils étaient chargés de convoyer du bois, arrivés par la rivière Ozu jusqu'à la gare de Nijo. Leur principal travail consistait à recruter et à nourrir des journaliers. J'ai tenté de décrire la vie chic de cette bande dans la série Vie des grands yakuza, produite par la Toei. Tigre féroce et mon grand-père m'ont appris que les yakuza se sentaient responsables de la vie des jeunes qu'ils avaient recrutés et que même si l'on était un yakuza, on ne devait pas vivre comme un gredin. La dernière phrase, qui semble paradoxale, peut s'expliquer par le fait qu'à l'époque, les artisans sont regroupés dans les organisations professionnelles communautaires et hiérarchisées qui rappellent le régime féodal. En cas de conflit, les jeunes artisans recourent allègrement à la violence, comme les yakuza. Ils sont fiers de pouvoir se battre comme eux, voire parfois contre eux. C'est pourquoi l'on fait l'amalgame entre les yakuza et certains corps de métier, ce dont les artisans sont même fiers. La leçon qu'en retient Makino est donc que même si on exerce un métier de mauvaise réputation, on ne doit pas se conduire en malfrat. Et en effet, il y a parmi les yakuza des jeunes gens courageux. Les premiers studios. Le premier studio de cinéma japonais est construit en 1908 par la société Yoshizawa, dans le quartier de Meguro, à Tokyo. Il s'agit d'un bâtiment entièrement vitré qui permet de filmer en lumière naturelle. Il est d'une taille à peine suffisante pour que l'on puisse disposer du recul nécessaire lorsqu'on installe le décor d'une pièce de la taille de 8 tatamis. Avant cette construction, les films ont été tournés pendant 5 ans sous une tente au même endroit. La société Yokota de Kyoto, un importateur dynamique qui présente habituellement ses films au théâtre de Kabuki Samboza, est la seconde société à se lancer dans la production cinématographique. Elle commence par confier la réalisation d'un film au directeur de ce théâtre, Shozo Makino. Celle-ci tourne dans l'enceinte d'un temple voisin, la fameuse scène de la bataille du temple Onoji, en utilisant la troupe qui est à l'affiche dans son théâtre. De nombreuses scènes historiques de Kabuki seront tournées ensuite.
Makino, qui n'a aucune expérience du cinéma, se conforme à la mise en scène de théâtre. L'un des acteurs de la troupe, Matsunotsuke Onoe, deviendra une grande vedette de cinéma. Le catalogue de la société Yokota, publié en 1911, comporte 200 films, pour la plupart de moins de 1000 pieds. Le plus long, Les 47 Ronins, est de 7170 pieds, 80 minutes. Pour un film réalisé en 1910, c'est une longueur importante. On dispose encore d'une copie de ce film, le plus ancien long-métrage japonais conservé jusqu'à nos jours, sous le titre « Les 47 Ronins » de Matsunotsuke. Matsunotsuke no Shushingura. Cette version, qui appartient à la Matsuda Eigasha, société cinématographique Matsuda, semble avoir été retouchée par les organisateurs de cinéma itinérants et quelques scènes y manquent. Elle est accompagnée de chants populaires du genre Naniwa-wuchi et de commentaires. Pathé se lance dans la production cinématographique à la même époque. Malgré sa raison sociale d'apparence occidentale, cette société est purement japonaise. Elle a été fondée par un certain Shokichi Umeya, personnalité excentrique qui entretient des relations amicales avec diverses personnalités étrangères, notamment le général indépendantiste philippin Aguinaldo et le révolutionnaire chinois Sun Yat-sen. Il produit de nombreuses pièces de théâtre filmées avec une troupe féminine de Kazen Nakamura, tout en important des films de vulgarisation scientifique. Il bénéficie parfois de subventions ministérielles pour ses activités pédagogiques, ce qui représente l'une des premières tentatives d'éducation par l'audiovisuel. L'une des réalisations les plus notables de cette société est le long-métrage documentaire cité plus haut, Reportage sur l'Antarctique. Autre société fondée à la fin de l'époque Meiji, 1868-1912, Fokuodo possède 8 salles de cinéma à Tokyo et produit un film tous les 3 à 5 jours pour les distribuer dans ces salles. Ces 4 sociétés, Yokota, Yoshizawa, Pathé et Fukuodo, fusionnent en 1912 pour devenir la première major japonaise, la Nikatsu, abréviation de Nihon Katsudo Shashin Kabuchiki Kaisha, société anonyme du cinéma japonais. Actrices et spectacles combinés. Il existe des troupes de kabuki composées uniquement de femmes, exception à la règle, dont celle de Kazen Nakamura, déjà citée. Cette dernière, aussi talentueuse que populaire, peut être considérée comme la première vedette féminine du cinéma japonais. En 1904, dès le début de la guerre russo-japonaise, une troupe de Shimpa monte à Tokyo une pièce intitulée « Expédition impériale en Russie », Seiro no Kogun, qui expérimente avec succès un nouveau procédé consistant à insérer un reportage filmé dans la représentation théâtrale. D'autres troupes de théâtre empruntent cette technique de mise en scène pour présenter d'abord leurs acteurs sur l'écran avant de les montrer en chair et en os sur la scène. À partir de 1909, la troupe féminine de Kazen Nakamura utilise souvent ce procédé qu'elle nomme « spectacle combiné ». À cette époque, le cinéma occidental entre dans le premier âge d'or des grandes vedettes féminines dont les spectateurs japonais découvrent les films les uns après les autres. L'apparition de véritables actrices japonaises de cinéma est attendue avec impatience. En 1917, une revue de cinéma publie un article révélateur intitulé « Actrices étrangères et japonaises ». Le théâtre moderne doit confier les rôles aux femmes au Japon. Le théâtre traditionnel, qui n'utilise aucune actrice, étant toujours prédominant. Le théâtre moderne subit cette influence et l'on n'y voit pas d'actrice digne de ce nom. À l'étranger, les rôles féminins sont obligatoirement confiés à des femmes. Il est donc normal que les actrices s'épanouissent en Occident. Les actrices occidentales, même médiocres, sont des actrices à part entière, alors que les actrices japonaises, même les meilleures, ne sont que des figurantes. Quelque paradoxal que soit cette remarque, il s'agit d'un constat réel, car l'occidentale assume toujours sa féminité. Elle peut jouer bien ou mal, elle ne laisse planer aucun doute sur sa légitimité féminine. Même confrontée à un acteur de plus grand talent, elle se comporte sans complexe sur la scène. En revanche, notre actrice, même la plus douée, semble recroquevillée face aux acteurs masculins. Même si elle est potentiellement meilleure que son partenaire, elle semble lui être inférieure. Si elle joue un rôle de jeune fille fragile, elle montre en plus des conventions théâtrales du jeu une obséquiosité propre à sa condition féminine. Si elle joue un rôle de femme méchante, elle paraît supplier le public de ne pas le prendre mal. Il ne s'agit pas d'un art d'interprétation, mais d'un comportement fondamental. Il n'est plus question de théâtre, mais de condition féminine. En Occident, les femmes sont respectées. Elles jouissent d'une condition égale à celle des hommes. Elles-mêmes sont persuadées de l'égalité des sexes. Sur la scène,
Elles n'ont pas davantage un complexe de sexe faible. Nos actrices soumises aux hommes dans la vie courante et dominées par eux économiquement et socialement se considèrent elles-mêmes comme plus faibles et dépendantes. Dans un sens, elles sont ingénues, mais en fait, elles sont dépassées et manquent de courage, et cela transparaît sur scène. Les actrices japonaises ont donc un défaut enraciné dans leurs conditions sociales. Sans une prise de conscience de ce problème, elles ne peuvent espérer faire des progrès. Au cinéma, il faut à tout prix des actrices, bonnes ou mauvaises, car il est basé sur la réalité absolue. Sinon, ce ne serait que du théâtre filmé. Au théâtre, les acteurs jouent sans problème les rôles féminins grâce à l'ambiance générale, aux couleurs et au relief, alors qu'au cinéma, la lumière montre tout crûment sans couleur ni relief, et quoi qu'on fasse un homme, il reste un homme. De ce fait, avant de s'interroger sur la qualité du jeu ou sur la beauté de la personne, l'essentiel est que ce soit une femme qui joue. Ce qui compte pour les acteurs de cinéma, c'est la personnalité avant l'art de l'interprétation. Il faut un vieillard pour un rôle de vieillard, une jeune fille pour un rôle de jeune fille, un faciès de méchant pour un rôle de méchant. C'est là une condition vitale pour le cinéma. Katsudo no Sekai, mai 1917.